la politique est quand même une affaire de langage, et que plus on en... Enfin, disons, c'est de l'ordre de la performance. C'est-à-dire que quand on parle et qu'on parle, ça finit par être. Ça finit par faire quelque chose. En ça, je suis grecque, c'est-à-dire je pense qu'en effet, c'est parce que l'homme est un animal doué de langage qu'il est un animal politique. Ça, c'est le début de la politique d'Aristote. C'est un animal plus politique que les autres, plus politique que l'abeille et la fourmi, parce qu'il est doué de langage. Et je pense qu'en effet, la structure du politique a à voir avec le langage, et à voir avec ce qu'on fait avec des mots. Elle dit, il ne parlait, la langue allemande n'arrêtait pas de lui jouer des tours, il ne parlait et il ne pensait, puisque parler et penser sont intimement liés, il ne parlait et ne pensait que par cliché. Et c'est ça la banalité du mal, c'est d'obéir à la doxa, au cliché, et sans jamais juger, en oubliant juger. Et le penser, finalement. Mais de juger, je tiens à ce mot parce que c'est le mot d'Arendt, et c'est pas tellement penser qui est le propre du politique, parce qu'un philosophe pense, on ne va pas dire que Heidegger ne pensait pas, mais Heidegger ne jugeait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de goût. Et c'est le jugement qui est la faculté politique. C'est pas la pensée, c'est le jugement. Et le jugement, ça veut dire le discernement. Et ça veut dire l'implication, tout ce qu'on pourrait apprendre aujourd'hui, tout ce qu'une éducation devrait apprendre, c'est à juger, à discerner et à juger. Et il y a une phrase d'Arendt que j'aime beaucoup à la fin de la crise de la culture, où elle dit « Serait-ce que le goût est une faculté politique ?» Réponse oui. Le goût est une faculté politique. Enlevons l'idée de Bourdieu que le goût est un héritage pour des héritiers, hein, pour des nantis, et réfléchissons en termes éducation du jugement, pas Delia vraiment, éducation du jugement, l'éducation du jugement, le goût, voilà une faculté politique. Donc voilà ce que veut dire banalité du mal. Banalité du mal veut dire que Eichmann était d'une bêtise révoltante parce qu'il était incapable de juger. Et parce qu'il se pliait à la doxa ambiante et qu'il ne parlait que par cliché. Aujourd'hui, on nous propose, et on propose à tous nos politiques, des éléments de langage. Bon, attention, ouais, c'est exactement ça mon point d'éducation arendtienne, si vous voulez. Je dirais, là, attention. Donc, Arendt a ceci de génial, qu'elle, non seulement elle garde la langue allemande in the back of her mind, dans l'arrière de son esprit, avec les chansons qu'on lui chantait quand elle était petite, les poèmes, etc. Mais elle dit, et ça c'est très fort politiquement, elle dit qu'il faut dissocier langue et peuple. Ça n'est pas parce que le peuple allemand parle allemand que l'allemand appartient au peuple allemand. Et elle dit elle-même, je ne me suis jamais sentie appartenir à aucun peuple de ma vie, ni allemand, ni juif. Non. Mais en revanche, ma patrie, c'est ma langue. Et vous voyez comment tout ça conduit immédiatement à Derrida, qui parle en disant, il s'agit de ce qu'il faut, c'est plus d'une langue. Plus d'une langue. Une langue, ça n'appartient pas. Une langue, ça n'appartient pas. Et dans le monolinguisme de l'autre, où il commande abondamment la phrase d'Arendt en disant mais c'est quand même pas la langue allemande qui est plus folle. Bon. C'est pour éviter que ce soit la langue allemande qui soit devenue folle, qu'elle dissocie dans le peuple, justement. Bon. Il commande abondamment cette phrase et il dit voilà, je n'ai qu'une langue et ça n'est pas la langue. Et ces phrases exactes, enfin, il appelle vraiment cela déconstruction. La déconstruction, quand il le définit, il dit si j'avais à définir la déconstruction, eh bien je dirais plus d'une langue. Si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique comme un mot d'ordre, je dirais sans phrase, plus d'une langue. Et ça c'est pour commenter, on ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue. Cette contradiction-là, c'est celle sur laquelle il se bâtit. On ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue.
Ça veut dire, au fond, vous voyez, je reboucle là avec le quand donc est-on chez soi. Hein, on n'est pas chez soi. Et d'abord, chez soi, ça vous a... il serait juste bête, et il est une bêtise révoltante. C'est-à-dire, et c'est la banalité du mal, c'est-à-dire qu'il n'exerçait pas son jugement. Et donc, on peut le considérer comme responsable, au sens où il n'exerçait pas son jugement. Mais effectivement, beaucoup, à la même époque, n'exerçaient pas leur jugement et ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Et je pense que c'est une... qu'en effet, ça, c'est relativement banal, et ça n'est pas moins mal. La banalité du mal, c'est... alors, je trouve ça intéressant de rapporter ça à la langue. C'est-à-dire, je trouve que ça nous alerte beaucoup, ce qu'on entend, et ce qu'on répète. Et bon, moi, je sais que politiquement, je suis tout d'un coup terrifiée par des répétitions de jugements à la fois, enfin, qui pour moi confinent à la banalité du mal, enfin des jugements qui n'en sont pas, des adoptions de stéréotypes. Mais votre question, je n'y réponds pas parce que je ne sais pas y répondre, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui, je dirais parce qu'on ne les a pas bien élevés, parce qu'ils ne se sont pas eux-mêmes bien élevés. Je ne sais pas. Personne ne dit, par exemple, que Hitler était dans la banalité du mal. Ça non. Eichmann, oui. Hitler donnait des éléments de langage, et pas seulement des éléments de langage, et Eichmann les suivait. C'est absolument extraordinaire. C'est ce qui s'est dit au moment de la solution finale, parce que ce sont les minutes qui ont été tenues exactement par la secrétaire. Et il ne s'est rien dit. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien dit de ce qui allait se passer. Et tout était dans une immense et courtoise banalité.